C'est QFD, ce qu'il fallait décrypter. C'est la deuxième partie de l'émission. Toujours avec Véronique Redsoult, Régis Lefebvre, Céline Braque et Bruno Jeudi. Et vous réagissez toujours sur les réseaux sociaux. Tout de suite, la question de la semaine. Plus de 130 pages, une cinquantaine d'articles. Le projet de loi sur la réforme du travail sera donc présenté le 9 mars en Conseil des ministres. Le texte sera débattu à l'Assemblée au mois d'avril et ça tangue déjà sévèrement à gauche. Alors, s'agit-il d'une nouvelle bombe politique? On va voir ça. D'abord, Céline, vous avez testé auprès de l'opinion certaines propositions de cette future loi. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, sachant que le contexte, c'est qu'on a des Français qui sont de plus en plus favorables à des réformes dites audacieuses. Et on a vu, par exemple, qu'avec les réformes de la loi Macron, même si elles pouvaient être critiquées au sein du Parti socialiste, les sympathisants de gauche eux-mêmes pouvaient soutenir très fortement la loi Macron. Mais on n'est plus du tout sur la même situation avec une ministre à la fois méconnue et impopulaire, et juste après un remaniement qui a été très mal jugé par l'opinion. Vous allez voir que sur les mesures que nous avons testées, nous en avons testé 3 dans ce projet de loi El Khomri. Vous voyez que la possibilité de l'entreprise de moduler le temps de travail et les salaires en cas de difficulté économique, bon, on a une majorité assez nette de 56% de Français qui y sont favorables, mais à gauche, on est quasiment sur du 50-50. Donc déjà, bon, c'est pas extrême, un soutien qui n'est pas très fort. Et après, vous voyez qu'on a seulement un Français sur 2 qui est favorable au plafonnement des indemnités prud'homales ou à la possibilité de porter la durée légale à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles. C'est la mesure dont on entend qui est le plus critiquée à gauche. Donc plus que la faiblesse du soutien de ces mesures, ce qu'il faut voir, c'est cette critique très très forte des sympathisants de gauche, ce qui fait que finalement, les 2 dernières mesures, elles ne sont soutenues que par les sympathisants de droite, avec beaucoup de rejets sur les prud'hommes et sur la durée hebdomadaire. Alors, il y a le fond et la forme. Le détonateur, Bruno, c'est ce fameux 49.3 brandi par Myriam El Khomri. Il faut s'attendre à une nouvelle guerre de tranchées, comme pour la déchéance de nationalité? Vu les réactions à gauche depuis la présentation du projet, on voit bien que ce débat risque de ressembler à la lutte finale entre camarades socialistes. Ça va déjà très mal depuis l'arrivée de Manuel Valls. Ça a évidemment empiré avec la déchéance. Là, c'est la catastrophe. Les amis de Martine Aubry hurlent parce qu'on touche au totem des 35 heures. Les amis de Mélenchon sont vent debout contre une loi pour eux ultralibérale, alors que c'est jamais ce qu'ont fait les socialistes allemands et italien. On écoute Éric Coquerel, bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Le gouvernement a incontestablement de la cohérence parce que, après les lois Macron, la loi Rebsamen, la loi de Mme El Khomri qui se prépare, c'est tout simplement un assassinat de la protection sociale dans ce pays et la remise en question d'un siècle de conquête sociale. Voilà de quoi il s'agit. Éric Coquerel a raison, François Hollande est cohérent. La modernisation de la démocratie sociale, c'est son truc depuis le début du mandat. Et de ce point de vue-là, il suit sa ligne. Alors évidemment, cette loi arrive sans doute trop tard, mais c'est la marque du président François Hollande, toujours à contretemps. Par contre, ça se corse avec l'histoire du 49.3. C'est la surprise, la botte secrète de Myriam El Khomri. Alors, à mon avis, il y a du Manuel Valls et du Myriam El Khomri là-dessous. C'est la surprise et ça ne plaît pas du tout. On écoute Benoît Hamon. Je trouve cela d'une très mauvaise méthode. Annoncer avant même que l'on sache, nous, exactement ce qu'il y a dans la loi. Oui. Que l'on passerait par 49.3, ce qui veut donc dire que la ministre anticipe le fait de ne pas avoir de majorité. Si elle anticipe le fait de ne pas avoir de majorité... C'est pour mettre la pression sur les frondeurs aussi. Non, c'est qu'elle pense qu'aujourd'hui son texte heurte un peu plus que les frondeurs. Mauvaise méthode et panique au groupe socialiste, on écoute Bruno Leroux. Le 49.3 est un outil qui peut permettre de favoriser la discussion. Et moi, c'est comme ça que je le vois. La bonne langue de bois. Bruno Leroux, en fait, embarrassé. Bruno Leroux, qu'est-ce qui s'est passé puisque ça date de vendredi matin? Entre-temps, il y a l'Élysée qui a pris ses distances avec le 49.3, dégainé par Manuel Valls et Myriam El Khomri, et c'était sans doute une très mauvaise idée. Ce recours au 49.3, est-ce que c'est une méthode qui est contestée dans l'opinion, Céline, ou compte tenu de l'accueil plus que mitigé des mesures, non, c'est un recours qui choque les Français. Une majorité, 62%, considère qu'un potentiel recours, c'est bien, on a précisé que ce n'était pas décidé, mais que s'il y avait recours, ce serait choquant. 37% disent que ce n'est pas choquant. Alors, les sympathisants de gauche le disent à 61%, mais aussi ceux de droite qui pourtant soutiennent les mesures du plan El Khomri. C'est sûr qu'au fond, eux considèrent qu'il faut bien un débat s'il s'agit de remettre
en cause certaines choses très fondamentales du Code du travail. Même si les Français ne sont pas très parlementaristes, ils ne comprendraient pas du tout ce passage en force. Alors sur les réseaux sociaux, c'est assez clair, hein, Véronique. Un mot d'ordre, feu sur Myriam El Khomri. C'est vraiment devenu la cible, la ministre? Écoutez, déjà, quoi qu'il arrive, quand on parle de Myriam El Khomri, elle a un sparadrap, notre ministre, qui fait que... Voilà, on en parle toujours, c'est sa fameuse bourde quand elle s'était rendue chez Jean-Jacques Bourdin sur le nombre de fois où on peut renouveler un CDD. Donc Grand Ludo l'a rappelé là. Mais quoi qu'il se passe, on rappelle toujours et on remet toujours en perspective de ce sparadrap. Donc ça, c'était le premier angle pour l'attaquer. Le deuxième angle où elle a été assez attaquée, c'est assez lié, c'est finalement sur son incompétence, où on a vu beaucoup de tweets pour dire que, voilà, sérieusement, qui croit que c'est El Khomri qui a toutes ces idées alors qu'elle ne connaît absolument rien de son ministère. Donc globalement, on a eu beaucoup d'attaques sur le fond, encore plus que sur la forme. Et puis, il y a eu une théorie cette semaine qui est pas mal ressortie, alors en dehors du web, mais on l'a vu beaucoup ressortir sur le web, c'est le fait qu'elle est très manipulée. Donc, il y a une photo où on voit El Khomri qui est déplacée, on va dire, par Manuel Valls, qui est beaucoup ressortie cette semaine. Et elle a été réutilisée comme ici par... sur cette photo, voilà, on voit quand même vachement le marionnettisme, non? Voilà. Mais globalement, cette photo a été très reprise et ça montre bien la perception que les uns et les autres ont eue. On a regardé aussi quels sont les mots qui étaient associés à la ministre quand on parle d'elle. Et finalement, ces mots parlent aussi d'eux-mêmes. On voit qu'on lui reproche de faire jeu du MEDEF, que essentiellement c'est le reniement de la posture de gauche qui lui est reproché, qu'elle a trahi les salariés, qu'elle est sur une réforme de droite du droit et globalement que son texte est une honte. Elle est aussi très agressée verbalement. Il faut savoir que voilà, des attaques assez violentes. Et globalement, en fait, il y a eu tout un sujet autour de Myriam El Khomri, mais globalement, on a aussi toujours cette histoire de la mémoire du web. Vous savez que voilà, c'est impossible aujourd'hui de dire quelque chose sans que quelqu'un vous rappelle. Alors Myriam El Khomri est assez récente, donc on n'a pas été chercher très loin. C'est plutôt François Hollande qui a été remis en question, ou en tout cas ses propos. Donc il y a un tweet de Napoléon. Ce que Hollande reprochait à Sarkozy en 2012, il l'accomplit en 2016 avec El Khomri, les fourberies. Voilà, son projet, c'est le démantèlement du droit du travail à Rennes. Et en fait, on a même été jusqu'à avoir des vidéos qui sont remontées. Et pour vous donner une idée, il y a une vidéo qui date de 2006 qui a été beaucoup reprise, qui est une vidéo qui avait été sortie par le PS du temps de François Hollande qui dénonçait les pratiques de la droite sur le code du travail. Mais je vous laisse regarder cette vidéo qui parle d'elle-même. Voilà, le Karcher et le Code du travail, effectivement, tout y est. Régis, la ministre accusée de remettre en cause les fondements de la gauche, est-ce qu'elle est en train de griller Macron sur sa droite? J'ai pas encore le sentiment, mais peut-être est-ce sa raison d'être au gouvernement. Et si on interprète la photo dont Véronique nous parlait, on peut penser même que c'est un rôle que cherche à lui donner Emmanuel Macron. Et je vous propose qu'on écoute comment elle essaie d'équilibrer ou de dépasser Emmanuel Macron. L'objet de cette réforme, c'est à la fois de créer des nouveaux droits aux salariés avec le compte personnel d'activité, mais c'est aussi améliorer la compétitivité des entreprises et également apporter de la souplesse aux plus petites d'entre elles. Alors, c'est bien, j'ai envie de dire, pour dépasser Macron, mais c'est pas encore cela, parce que c'est encore un peu langue de bois. Et c'est un peu, je trouve, à l'image de ces déplacements. Parce que les mots sont une chose, mais les images dans notre société médiatique sont autre chose. Et ce qui est intéressant de comparer, c'est les images d'Emmanuel Macron au milieu des entrepreneurs. On a l'impression qu'il est au milieu des siens, qu'il est à l'aise, alors que Myriam El Khomri, on sent qu'il y a une sorte de coupure, de frontière entre le pouvoir politique et le pouvoir des entrepreneurs, sa manière de se tenir, sa manière de répéter. Et je trouve que c'est quelque chose qui jaillit. Et donc finalement, quand Emmanuel Macron donne le sentiment d'entraîner les Français vers les entrepreneurs et les entrepreneurs avec les Français, Myriam El Khomri reste un peu bloquée. Et en cela, son 49.3 est, on le disait, sans doute une très mauvaise idée. Parce que c'est un petit peu le côté la maîtresse qui veut punir, alors que Macron, c'est celui qui entraîne les Français vers ces sujets. Juste une précision, c'est la réforme Valls ou c'est la réforme Hollande? Les deux, mon général, mais quand même largement François Hollande. J'ai une anecdote à ce titre, c'est Myriam El Khomri qui le dit elle-même, elle le confie en privé. François Hollande l'appelle sans arrêt
sur ce dossier, sur la préparation de cette réforme. Pourquoi ? Parce que François Hollande y joue au moins autant sa candidature sur ce dossier qui, pour lui, doit être un des éléments pour faire baisser le chômage. Mais la fin des 35 heures, c'est quasiment dans tous les programmes des candidats. C'était bien sûr la mesure phare du candidat Manuel Valls, mais c'est aussi aujourd'hui la mesure des candidats de droite. On peut dire que c'est quand même un sale coup pour la droite et surtout pour les concurrents de la primaire, puisqu'ils avaient tous décidé, annoncer la fin des 35 heures, le plafonnement des indemnités de chômage, l'amaigrissement du code du travail. François Hollande a décidé de le faire à leur place. Enfin, à leur place. Pas tout à fait non plus, parce que quand on regarde dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faudra voir à l'arrivée ce qu'il en reste. En tous les cas, la droite, elle est muette, on l'entend peu. Elle est embarrassée et même piégée. Écoutez Éric Woerth. On l'avait écrit en partie. Il suffit de se référer à un certain nombre de choses. Sous réserve ça va des dans évolutions. l'intention, j'en sais rien, mais je dis oui, les intentions sont bonnes et ça va plutôt, comme on dit, dans la bonne direction, dans le bon sens, parce que ça assouplit les choses. Ah voilà, on l'avait presque faite. On l'avait presque faite. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait présenté ses regrets dans son livre sur ce sujet. Et c'est donc Myriam El Khomri qui est en train de déborder Macron par la droite qui s'en charge. Alors on voit bien que le gouvernement ne veut pas dire qu'il touche aux 35 heures, même si dans les faits c'est plutôt le cas. Est-ce que les Français sont encore attachés à ces 35 heures, Céline ? Pour les 35 heures aussi, on voit que le tabou tombe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français sont quasiment à 50-50. Pas tout à fait. Nous avons posé la question sur la suppression pure et simple des 35 heures. Et là, on voit qu'on a 51% d'opposés, 49% de favorables. Mais attention, en 5 ans, lorsque la même question leur a été posée, donc il y a 5 ans, il n'était que 34% y être favorables. Oui, mais c'est-à-dire qu'à gauche, les 35 heures, ça reste quand même un totem. On a 71% des Français de gauche qui disent « nous ne sommes pas favorables à la suppression pure et simple ». Alors évidemment, Myriam El Khomri ne dit jamais « nous supprimons purement et simplement les 35 heures », mais c'est ainsi que le décode les opposants de gauche de Myriam El Khomri. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas l'assise dans l'opinion pour pouvoir les contrecarrer efficacement. Allez, tout de suite dans la peau de Bruno Le Maire. Le renouveau, c'est moi. Bonjour à tous. Je suis Bruno Le Maire et vous allez voir ce que vous allez voir la semaine prochaine. C'est ma semaine. Enfin, mon tour. Je me lance officiellement avec ce livre intitulé Ne vous résignez pas et surtout Vesoul, puisque c'est là que je vais annoncer ma candidature mardi. Alors, comment créer l'événement ? Comment surprendre et profiter de cette rampe de lancement ? Je suis Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous me conseillez, Régis ? On se souvient tous que Bruno Le Maire, il s'est lancé dans le grand bain à l'occasion de l'élection du président des Républicains. Il avait un slogan qui s'appelait « Bruno, c'est le renouveau ». Si on regarde un peu la réalité, c'était Bruno, c'est pas Sarko. C'est sans doute ce qui lui a aussi permis de faire un bon score. Et donc il a ce Bruno, c'est le renouveau. Je pense que l'urgence pour lui maintenant, c'est de commencer à faire vivre Bruno, c'est le renouveau, parce que pour l'instant, on ne l'a pas vraiment ressenti au-delà d'entendre un slogan. Je suis Bruno Le Maire en termes de stratégie web, de réseaux sociaux. Véronique, qu'est-ce que vous me conseillez ici ? Mais moi, je dirais qu'il faut arrêter quand même aussi les jeux de mots. Donc, Bruno, c'est le renouveau. Voilà. On a ouï dire que vous étiez parti aussi sur le maire, c'est la primaire. Moi, je dis, il faut arrêter les jeux de mots. À un moment donné, trop, c'est trop. Il faut avoir plus le sens des formules, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est plus ça qui fonctionne. D'autant que vous avez quand même une base qui a envie de vous suivre, qui est motivée. Donc, donnez-leur un peu de matière, des trucs à relayer, quoi. Alors, je suis Bruno Le Maire. Politiquement, qu'est-ce que vous me conseillez, Bruno ? On a compris que vous préfériez Vesoul à Honfleur ou Vierzon, comme le dit la chanson, puisque Jacques Brel semble vous inspirer. Espérons que votre programme ne soit pas plat comme le pays, ni exclusivement concentré sur les bourgeois, au-delà des mauvais jeux de mots que je suis en train de vous donner. Il faut surtout que vous trouviez l'idée magique, comme Jacques Chirac l'avait trouvé en 95, la fracture sociale, ou Nicolas Sarkozy en 2007, le travailler plus pour gagner plus. Il faut trouver la vôtre si vous voulez décoller et vous rapprocher de la tête. Merci beaucoup Bruno, je suis Bruno Le Maire, je présente ma candidature mardi. Qu'est-ce que vous me conseillez, Céline ? Autre Bruno qui aime bien les jeux de mots quand même. Ouais. C'est un truc de Bruno. Alors moi je dirais Bruno Le Maire que vous avez des qualités indéniables dans l'opinion, en termes de compétences, de sérieux, de renouveau aussi. Mais il ne faut pas tomber dans deux travers, un travers très ancien et un travers un peu plus nouveau pour les politiques. Le travers très ancien, ce sont les politiques qui ont une allure bourgeoise, stricte et qui veulent faire cool et populaire, parce que ça ne fonctionne pas très bien. Puis le travers plus nouveau, ce sont les hommes de droite
qui sont vraiment décodés comme des hommes de droite modérée et qui veulent aller beaucoup plus à droite, donner toujours des gages à droite, parce que ça, en termes d'opinion, ça sonne hypocrite et ça risque de faire derrière un naufrage. Merci beaucoup pour ces conseils. Tenez un autre conseil d'un internaute, Aoumadou, avec peut-être une idée d'introduction pour le discours de Bruno Le Maire qui aime bien les jeux de mots. Toute ma vie, j'ai été le maire. Maintenant, je veux être le président. Tout de suite, les winners et les losers. Les winners et les losers, on commence par vous, Véronique. Alors, je voulais vous parler de la vie trépidante de Jean-Vincent Placé. On en avait parlé la semaine dernière. Vous savez qu'il attendait avec impatience d'être nommé. Donc là, cette semaine, c'était la première séance des questions au gouvernement. Donc il va enfin s'asseoir sur le banc des ministres. Eh bien non, il n'a pas été sur le... Il n'a pas réussi. Alors il y a une histoire qui dit que c'est parce qu'il arrive en retard. Il jure au grand... non, il n'est pas arrivé en retard. C'est par discrétion qu'il s'est mis au 3e rang. Alors il faut que vous sachiez, quand on prend le schéma de l'hémicycle, c'est pas si simple que ça d'être... Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de places. Le problème, c'est qu'ils sont 38. Voilà, 38 et il y a 18 places. Donc forcément, voilà. Donc pour vous donner une idée, il était là-haut. Voilà. Faut moins de ministres. Il est entouré. Voilà, donc bref, comme vous le voyez, placé, mal placé, c'est passionnant, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. C'est donc un loser. Bruno, winner ou loser cette semaine? Eh bien, moi, mon winner, pardon, j'ai du mal à le dire, vous voyez, c'est François Hollande. Ça vous écorche. L'homme qui remonte le temps. Redites-le, là, votre winner, c'est qui, pardon? C'est François Hollande. Et je prends de l'avance. En fait, il sera winner la semaine prochaine. Il s'envole demain pour un voyage de 8 jours, un tour du monde de 40 000 km, qui démarre à Papeete, qui se poursuit à Wallis et Futuna. Alors, jusque-là, rien de bien nouveau. Sauf que depuis 1979, dans ces deux territoires d'outre-mer, ils n'ont pas vu un président. D'ailleurs, François Hollande est le premier président à faire le tour des 13 territoires d'outre-mer. Ce qui est aussi marrant, c'est que François Hollande va vivre 2 lundis 22. Je m'explique, avec la magie des fuseaux horaires. Il y a un lundi 22 à Wallis et Futuna et un lundi 22 à Papeete. Vous voyez, il reprend l'avion en fin de journée et retourne lundi matin, en fait. Et voilà, exactement. Enfin, il faut dire que la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. Vous ajoutez à ça qu'il continue son voyage au Pérou, en Uruguay, en Argentine, comme le général de Gaulle en 64. C'est formidable. C'est formidable. Et vous serez du voyage en plus. Oui, je serai du voyage, mais c'est beau, mais c'est loin, comme disait Jacques Chirac. Vous nous raconterez vos 2 lundis. On a hâte de savoir ce que ça donne de François Hollande pour le prix d'un. Régis, à vous, winner ou loser cette semaine? Moi, c'est un truc que j'ai découvert sur Twitter, d'une initiative d'une jeune fille qui s'appelait « Si les Noirs parlaient comme les Blancs ». C'est un hashtag qu'elle a lancé. J'ai trouvé ça très drôle. Ça a donné lieu à plein de tweets où on inverse évidemment des tweets comme « Non, mais je suis pas raciste, j'ai une amie blanche ». Une autre qui m'a beaucoup fait rire, je viens de voir le Titanic, c'est affreux, je savais pas que ton peuple avait autant souffert. Voilà, je trouve que c'était amusant comme inversion et ça fait prendre conscience de la bêtise du racisme. Céline, on termine par vous, winner ou loser? Alors moi, mon loser de la semaine, c'est un videur de boîte de nuit à Los Angeles qui refuse l'entrée de sa boîte à un pauvre monsieur âgé qui tente de le convaincre de le laisser entrer. On a même les images de ce refus. Alors le pauvre homme, vous le voyez, il est face à la porte, il est caché par cette dame blonde, mais on le reconnaît, c'est Paul McCartney qui voulait assister à une fête post-Grammy Award. La boulette. Et voilà, il était avec le chanteur Beck et le batteur des Foo Fighters, mais rien à faire. Il a essayé de convaincre par tous les moyens le videur qui lui a dit non monsieur, vous n'entrerez pas dans cette boîte de nuit. Donc il est sorti, il a tenté de convaincre et puis après il est sorti en disant bon bah on n'est sans doute pas assez VIP, on n'a pas écrit assez de tubes probablement. C'est monsieur âgé quand même. Ouais. C'est pour laisser un être comme petit lui. C'est un peu le Jean-Vincent Placé du rock. C'est ça. Allez, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à Stéphanie Gavier pour l'édition, à Antoine Monet pour la préparation. Merci aussi à toute l'équipe en régie. CQFD, c'est tous les vendredis 21h, tous les samedis 10h, 14h. Ciao à tous.